narine, je te chevelure, je te hanche, tu me hantes, Tu me hantes. Tu me hantes. Je te poitrine, je buste ta poitrine, puis je te visage, je te corsage. Tu m'odeurs. Tu me vertiges. Tu glisses. Tu glisses. Je te cuisse, je te caresse, je te frissonne. Tu m'enjambes. Tu m'insupportable! Je t'amazone, je te gorge, je te ventre, je te jupe, je te jartelle, je te bats. Je te bac. Je te bac pour clavecin, sein et flûte. Je te tremblante. Tu me séduis, tu m'absorbes, je te dispute. Je te risque, je te grimpe, tu me frôles, je te nage, je te nage. Mais toi tu me tourbillonnes, tu m'effleures, tu me cernes. Tu me chairs, cuir, peau et morsure. Tu me slips noir. Tu me ballerines rouge. Et quand tu ne haut pas mes sens, tu me crocodiles. Tu les foques, tu les fascines. Tu me couvres, je te découvre, je t'invente parfois. Tu te livres, tu me lèvres une nuit. Tu me lèvres humides, tu me lèvres humides. Tu me lèvres humides. Je te délivre, je te délivre. Tu me délires et me passionnes. Je t'épaule, je te vertèbre, je te cheville, je te cils et pupille. Et si je n'omoplate pas avant mes poumons, Même à distance, tu m'essaimes, je te respire. jour et nuit, je te respire. Jour et nuit, je te respire. Je te bouche, 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 bouche. je te palais, Je te dents, je te griffe, je te vulve, je te paupière, je te haleine, je t'aine, je te sens, je te coupe, je te mollet, je te certitude, je te joue et te veine, je te main, je te sueur, je te langue, je te nuque, je te navigue, je te navigue, je tombe, je t'ombre, je te corps et te fantôme, je te corps et te fantôme, je te rétine dans mon souffle, je te rétine dans mon souffle, tu tu t'irisses, t'irisses, je t'écris, tu me penses. Merci Fabio, merci Isabelle. C'était un poème de Gerasim Luka, Prendre au corps, et que vous trouvez dans Paradis Poème, petit recueil. Salman Loker de Bucarest, à 17 ans, s'autoproclame Gerasim Luka. C'est ainsi qu'il s'invente une lignée de suppléance, lui l'orphelin, héros aux limites, qui tente ainsi de faire un avec le trou d'obus où fut déchiqueté son père en 1914. Héros limite, c'est un poème aussi de Gerasim Luka, qu'on peut entendre héros et héros. Il n'y a que la poésie, vous ai-je dit, qui permette l'interprétation. La poésie qui est l'effet de sens, mais aussi bien effet de trou. Lacan, en mai 1977. C'est dire combien l'être du poème est un savoir troué. Gerasim Luka a été qualifié par Gilles Deleuze de plus grand poète de langue française. Pourquoi avoir choisi ce poème, intitulé Prendre corps? C'est parce qu'il nous donne à entendre combien, par la jouissance, le langage nous affecte le corps.
combien l'avènement du réel occupe le corps par le passage du souffle. C'est comme s'il y avait un tissage de la langue qui surgit et qui résonne dans le corps. Une langue qui, à la fois, tisse le corps, ce corps dont elle est elle-même tissue. Et issue, si vous voulez, le jeu de mots. Voilà. Donc, on passe la parole à Arnaud Alloy. Pour les 3 corps du psoriasis. Merci. Alors, je m'excuse par avance, ça va être beaucoup moins poétique. Je vais vous livrer quelques résultats d'une enquête que j'ai menée au cours des dernières années sur des personnes atteintes d'une maladie chronique de la peau qu'on appelle le psoriasis. Alors, petite mise en contexte, c'était dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches où je suis passé du champ de l'anthropologie religieuse au champ de l'anthropologie de la santé. Et je me suis intéressé à des personnes atteintes de cette maladie chronique. En fait, j'ai décidé de m'intéresser à cette maladie chronique le jour où ma fille s'est réveillée couverte des pieds à la tête de psoriasis. Et je me suis dit, en tant que parent, qu'est-ce que je peux faire? Ma seule compétence, c'est faire de l'anthropologie. Donc j'ai fait l'anthropologie de la vie avec le psoriasis. Et j'ai mené une enquête sur ce qu'on appelle les savoirs expérientiels de ces personnes. Je me posais 3 questions. Que savent ces personnes que leurs médecins ignorent? Comment ont-elles appris ce qu'elles savent? Et que font-elles de ce qu'elles savent? Alors le psoriasis, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à ça, en tout cas le psoriasis cutané. Et là, ce ne sont pas les cas les plus sévères. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on parle de maladies chroniques inflammatoires de la peau et ou des articulations, mais aussi il peut toucher les ongles et les yeux. C'est une maladie chronique à médiation immunitaire avec prédisposition génétique. Ça veut dire tout simplement qu'on sait qu'il y a un certain nombre de gènes qu'on est en train d'identifier aujourd'hui qui facilitent, qui augmentent les chances, en gros, ou la malchance de la manifestation de la maladie. Et à médiation immunitaire, on a affaire à une maladie inflammatoire. Et donc, on a un déséquilibre, ou en tout cas du système immunitaire qui est impliqué. Elle touche autant les hommes que les femmes, à tous les âges et dans tous les pays. On a une prévalence à l'échelle mondiale entre 0,1% et 11%. 11%, je pense que c'est notamment la Norvège. Ça veut dire qu'une personne sur 10 en Norvège a du psoriasis. Je sais qu'il est très présent au Maroc également. Alors 0,01%, c'est la Tanzanie, mais on peut penser que les statistiques ne sont pas aussi bonnes en Tanzanie qu'en Europe. Et en France et en Belgique, où j'ai mené mon enquête, c'est entre 2 et 3%, ce qui signifie qu'en France, ça fait plus ou moins 2 millions de personnes touchées par la maladie. Alors c'est quoi les savoirs expérientiels? De manière très simple, on peut dire que ce sont les savoirs issus de l'expérience ou de la vie avec la maladie. Et on parle d'ailleurs d'expertise patient. Et l'expertise patient, c'est pas qu'ils puissent remplacer le médecin. Les médecins sont les experts de la maladie, mais les patients, en tout cas certains d'entre eux, sont les experts de la vie avec la maladie. Alors on peut les définir très simplement depuis la sociologue Borgman dans les années 70. Ce sont des savoirs individuels, c'est-à-dire propres à chacun. Ils sont holistiques, ils portent sur tous les aspects de la vie avec la maladie. Ils sont situés, c'est-à-dire qu'ils répondent toujours à des situations bien précises, et pragmatiques. Ça veut dire qu'ils sont développés par ces personnes parce qu'ils servent à quelque chose. Alors, le mode de recrutement, je vais aller très rapidement. J'ai essayé de m'introduire dans le monde de la dermatologie et ça ne s'est pas très bien passé. Et donc, je me suis tourné vers le monde associatif et notamment 2 associations de patients, France Psoriasis, qui est la principale association en France, et Psoriasis Contact, qui est une des 3 associations belges. Alors, je vais très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet ici,
j'ai utilisé les méthodes de l'anthropologie, c'est-à-dire l'enquête ethnographique. J'ai fait de l'observation, donc j'ai accompagné ces personnes dans leur quotidien, j'ai passé du temps dans les associations et surtout, j'ai envie de dire, j'ai mené des récits de vie avec la maladie, j'ai mené des entretiens approfondis et des entretiens d'explicitation. Je pourrais revenir plus tard sur ces différentes techniques avec 24 personnes que j'ai suivies pendant plusieurs années. Et donc, on parlait de leur histoire de la vie avec la maladie, depuis la première apparition jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est passé. Et ensuite, on revenait sur des dimensions précises de ce qui nous intéressait. On a pas mal échangé également par mail. Alors là, c'est un bouquin qui, je l'ai presque fini, qui s'appelle Cheminer avec le psoriasis, du vécu au savoir expérientiel. Et je vous parle de ça parce qu'au-delà de faire un peu de pub pour le bouquin qui va sortir, en fait, je vais vous parler d'un chapitre. Je vais vous parler de certains éléments d'un chapitre en particulier, qui est le chapitre 5, qui s'appelle Incarner la maladie. Et le sous-titre, c'est les 3 corps du psoriasis. Alors, quel est l'objectif ? En gros, c'est comprendre quel changement la maladie induit dans les modes de perception de son propre corps. Ça va ? Tout le monde a compris ? Sinon, n'hésitez pas à me dire « je ne comprends pas ». En gros, c'est explorer ce qu'on peut appeler les apprentissages sensibles de personnes atteintes de psoriasis et décrire ce que fait le psoriasis à la sensibilité des personnes qu'il touche. Et ce que ces personnes font en retour de la manière dont la maladie les affecte. Ce qui rejoint mes 3 questions de départ. Alors, on va définir le sensible déjà. Une définition simple. On peut définir le sensible comme la dimension du vécu qui est au croisement de la sensorialité, c'est-à-dire ce qui nous est donné de sentir avec nos sens, autant les sens internes que les sens externes. Alors, on connaît tous les 5 sens internes, on connaît peut-être moins les 6 ou 7 sens internes. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Et donc, au croisement de la sensorialité et de l'affectivité, c'est-à-dire ce par quoi nous sommes affectés. Et le sensible comme objet de recherche, eh bien, j'en prends l'expression à une jeune collègue qui s'appelle Ink, j'ai oublié son prénom, qui est elle-même une anthropologue en situation de handicap, et elle parle de compétences pratico-sensibles. Et je trouve ça intéressant parce qu'en gros, le sensible n'est pas vu comme un état, mais comme une pratique située. C'est-à-dire, sentir, c'est faire quelque chose. Et c'est faire quelque chose en situation. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment les gens mobilisent le sensible pour faire quelque chose. Et aussi, on va au-delà du sensoriel, dans la mesure où on inclut les affects et ce qu'elle appelle les intuitions affectives et les apprentissages corporels et émotionnels qui constituent la perception d'un individu. Ok, alors, mon hypothèse ou ma proposition, et ça, c'est pas une hypothèse de départ, c'est le résultat de ma recherche, c'est que les personnes atteintes de psoriasis développent 3 modes de perception du corps. Et ça va revenir à Lacan, et je pense qu'on ne sera pas d'accord avec Lacan, mais c'est pas grave. Tout d'abord, 3 modes de perception du corps avec 3 dimensions. Chaque mode de perception du corps, ou chaque corps du psoriasis, est un régime attentionnel, c'est-à-dire une forme d'attention au corps particulière, avec ses enjeux spécifiques et certaines modalités d'action. Ok ? Et c'est ça qu'on va très rapidement explorer ici. Tout d'abord, le corps-objet. Le corps-objet, on le connaît tous, c'est ce corps matière, fait de chair et de sang. C'est le corps objectivé et quantifié de la médecine moderne. C'est le corps quantifié. C'est le corps des symptômes, c'est-à-dire c'est ce qu'il faut traiter, soigner ou soulager. Le régime attentionnel propre à ce corps-objet, eh bien, c'est une attention accrue au corps lui-même en tant qu'entité organique ou enveloppe charnelle dont il faut prendre soin. Et c'est grosso modo le corps que l'on a. Ensuite, on a le corps sujet. Et donc là, moi, je vous parle de la manière dont les gens me parlent de leur corps. Le corps sujet, c'est quoi ? C'est le corps vécu de la maladie. C'est la manière dont la personne est affectée par la maladie.
Et donc, dans ce cas, la maladie contribue à produire un corps qui est éprouvé et affecté, un corps qui exaspère, un corps qui fait honte, un corps qui demande, comme disait une des personnes interviewées, à être coucougné. J'aime beaucoup ce terme. Le corps sujet, c'est ce corps qui est plus directement associé à l'identité des personnes, aux façons qu'elles ont de se définir avec ou en dépit de leur maladie. C'est ces personnes qui vous disent qu'elles ne supportent pas être réduites à une personne malade dans le regard d'autrui, par exemple. Et le régime attentionnel de ce corps sujet porte plus spécifiquement sur la vie affective induite par la maladie. En gros, c'est grosso modo le corps que l'on est. Et le corps qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, sur lequel je reviendrai un peu plus en détail, c'est le corps ressource. Le corps ressource, c'est quoi? Donc ce n'est pas la description objective des symptômes, le corps objet. Ce n'est pas la manière dont la maladie affecte le corps et l'identité de celui qui en est atteint, le corps sujet. Mais c'est quoi alors? C'est ce que la personne fait de ce que la maladie lui fait. C'est ces opportunités et potentialités qu'offre la sensibilité individuelle, au terme de sens et d'affect, pour agir sur la maladie et ses conséquences délétères. Ou, en gros, c'est une façon de faire du corps, dans sa capacité à sentir et à ressentir, une ressource pour mieux vivre avec la maladie chronique ou un handicap. Et là, on va voir, mais c'est quoi ce corps ressource du psoriasis? 3 enjeux spécifiques. Rappelez-vous, chaque corps, je vous ai dit, c'était un régime intentionnel, des enjeux et des modalités d'action. Quels sont les 3 enjeux du corps ressource des personnes avec du psoriasis? Déjà, un premier enjeu, c'est se désensibiliser au regard d'autrui et mieux gérer ses émotions. En gros, c'est apprendre le sensible. On va voir, c'est travailler sa sensibilité. Ensuite, c'est apprendre à sentir venir une crise ou une poussée de psoriasis de manière à agir préventivement. Des personnes décrivent très clairement comment elles sentent venir. Et moi, mon travail, c'est de documenter cette compétence. Et là, on apprend par le sensible. C'est le sensible qui est un outil au service de l'évolution de la maladie. Et enfin, c'est développer ce que plusieurs personnes ont décrit comme le baromètre de son état physique et santé à travers le psoriasis. Ok? Donc, c'est ce qu'on va explorer très rapidement. Premier enjeu, se désensibiliser du regard d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, les personnes disent qu'à un moment donné, elles ont dû se protéger des conséquences affectives négatives susceptibles d'être engendrées par le regard d'autrui sur leur peau, tout simplement. Et donc, elles ont observé dans leur environnement, sur leur lieu de travail, dans leur famille étendue, voire dans la rue, des personnes détourner le regard, des attitudes de retrait, voire de crainte ou de dégoût. Et certaines personnes m'ont dit, en fait, ce qui m'a fait le plus mal, c'est les enfants. Parce que autant un adulte peut prendre sur lui et cacher, je vais dire, une crainte, parce que souvent, les gens qui ne connaissent pas le psoriasis, ils se disent, mais c'est quoi ça? C'est un peu dégueulasse, est-ce que c'est contagieux? Est-ce que la personne est propre? Enfin, c'est ce genre de représentation qui peut venir à la tête des gens qui observent le psoriasis. Et par conséquent, les gens ont appris à se désensibiliser. Laura, elle me dit, mais tu vois, c'est comme si finalement, comme si une sensation qui est désagréable mais qui est permanente, eh ben, tu te désensibilises. Parce que sinon, tu ne pourrais pas vivre avec. Tu désensibilises, mais tu laisses un fond comme ça, comme une espèce de tout petit fond sonore. Le regard de l'autre, il a tellement été violent, il est toujours tellement violent par rapport à ça, qu'il vient appuyer sur la pédale son, tu vois, pour dire ah non, t'as oublié, ah non, surtout pas, surtout n'oublie pas que tu es une personne avec du psoriasis. Et en fait, c'est ça que les personnes repèrent dans le regard d'autrui. Aussi, à partir de là, les personnes vont développer un travail à la fois sensoriel et un travail émotionnel à rebours, dans la mesure où ils visent à contrer une sensibilité
sensibilité exacerbée au regard d'autrui par la maladie, c'est-à-dire aller à l'encontre de cet œil très très fin et de cette petite antenne qui est là par rapport au regard d'autrui. En fait, on va brouiller les ondes et se désensibiliser au regard d'autrui. Un travail donc de détournement de l'attention de ce regard d'autrui, d'acquisition d'un nouvel habitus perceptif fondé sur une forme de distraction volontaire vis-à-vis du regard de l'autre, un travail sur sa propre attitude vis-à-vis du regard d'autrui. Hélène me dit par exemple, moi j'ai appris à m'en foutre. Et enfin, certaines personnes vont développer un regard, un travail plus global sur la gestion et la régulation émotionnelle. Comme par exemple Héloïse qui dit « Mon psoriasis est souvent lié à mon émotivité. Il m'a aidé à comprendre que j'étais quelqu'un un peu éponge et qui prenait beaucoup sur moi, ou qui prenait beaucoup des gens sur mes épaules aussi. J'apprends maintenant à ne plus me laisser bouffer dans mes relations. » Et donc, Héloïse aura recours à la littérature de développement personnel, de self-help, etc. Elle ira voir un psy à un moment donné pour apprendre à ce qu'elle appelle gérer son émotivité vis-à-vis d'autrui. Donc on voit que Héloïse apprend à gérer son émotivité vis-à-vis d'autrui pour atténuer, je vais dire, ce qu'elle appelle la manifestation de son psoriasis. Deuxième enjeu, c'est apprendre à sentir venir une crise, une poussée, de manière à agir préventivement. Là, c'est la sensibilité qui est mise au service d'une meilleure anticipation de la progression de la maladie. C'est donc repérer l'apparition de signes ou d'indices visuels ou sensoriels qui indiquent une détérioration du psoriasis, voire qui annoncent l'apparition d'une nouvelle poussée. Des sensations, par exemple, de rigidité, d'irritabilité ou de tension au niveau de la peau. Là, je prends deux petits verbatim. Louana, une jeune fille de 25 ans, me dit « Alors, quand c'est rouge, elle parle de son psoriasis, c'est le pire état. C'est la carapace qui craque. Donc, le désert du Sahara sur ta peau, quoi. Tu vois le sable strié, sec, il y a un truc, si tu bouges ta peau, ça fait crac. Il y a quelque chose de rigide, en fait, qui fait que ta peau ne peut pas bouger comme elle devrait bouger. » Et Marianne va également utiliser ce mot très fort qui est celui de craquer. Elle dit, pour les mains, parce qu'elle en a sur les mains, c'est quand je sens que la peau commence à me tirer, parce qu'on sent, oui, elle commence à tirer, et puis ça va craquer. Et donc, pour apprendre à sentir venir, eh bien, ce n'est pas seulement une vigilance ou une sensibilité accrue aux symptômes du psoriasis, mais ça peut aussi à nouveau englober tout le corps, ainsi que certains états psychologiques. Par exemple, certaines personnes m'ont décrit des sensations de picotement, de chaleur, voire de brûlure, qui commençaient, par exemple, dans le haut du dos, au niveau des épaules, puis qui s'étendaient à tout le corps, qui anticipaient l'arrivée du psoriasis. Ou bien des signes avant-coureurs d'une crise lorsque son humeur change et qu'elle tend à se refermer sur elle-même. En bref, lorsque Anne ne supporte plus pas mal de choses, lorsqu'elle est irritable, elle se dit « Oh là là, il va débarquer », en parlant de son psoriasis. Laura va me décrire par exemple une fatigue plus intense. Et là, il y aurait vraiment moyen de développer. En fait, là, par exemple, Laura me parle d'une fatigue plus intense, moi, je change de mode d'interview, je passe d'un entretien semi-directif en entretien d'explicitation pour l'accompagner dans la description. Mais c'est quoi cette fatigue particulière? Comment elle se manifeste? Et là, elle me dit par exemple, cette fatigue, elle est beaucoup plus forte déjà. Ce n'est pas une fatigue bénéfique, c'est une fatigue d'usure mentale, d'usure physique. Voilà. Ou bien elle me dit, cette fatigue, c'est le résultat d'un combat interne très fort. J'ai l'impression que j'ai l'organisme qui est en lutte. Je le ressens vraiment. Comme si moi, je ressentais mon corps qui se bagarre contre moi. Ce qui rejoint un peu ce qu'on disait avec les maladies auto-immunes. C'est ça, la fatigue me ronge de l'intérieur. Troisième enjeu, c'est le psoriasis baromètre. En gros, c'est l'utilisation du psoriasis comme indicateur de bien-être physique et mental, voire de l'état de santé en général. Héloïse nous dit, pour le moment, moi je l'utilise, elle parle de son psoriasis, je l'utilise vraiment comme baromètre, pour moi, baromètre de mon état psychologique et physiologique, fatigue, stress, etc. Philippe me dit, mon psoriasis est un indicateur des phases difficiles sur un plan psychologique.
Stéphanie, la maladie vient souligner qu'elle est dans un état contradictoire. Donc Stéphanie, je suis dans un état contradictoire et donc la maladie vient le souligner. Elle n'est pas en accord avec elle-même ou elle est dans des phases où elle est à la croisée des chemins, dans des choix de vie, etc. Pour Gwendoline, son psoriasis, c'est un rappel à l'ordre pour une attention accrue à soi. Pour certains, et je vais rapidement parce que c'est sur les 24 personnes avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, seulement 3 d'entre elles ont vu dans le psoriasis une opportunité pour changer de vie. Et le psoriasis est venu vraiment comme un indicateur de la nécessité d'un changement existentiel. Ok, alors j'accélère un peu. Au-delà du psoriasis, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 corps du psoriasis? Et ça, c'est une question que je vous livre. Est-ce qu'on peut essayer d'aller au-delà de ce cas de figure? Déjà, ce que j'ai pu repérer, c'est que ces 3 corps du psoriasis ne sont pas des catégories exclusives et étanches l'une à l'autre. Aussi, il n'y a pas d'évolution linéaire d'une catégorie de perception à l'autre, mais plutôt une coexistence ou une synergie. C'est-à-dire certains patients vont vivre avec ces 3 corps et passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire ces 3 modes de perception de son propre corps. D'autres vont rester coincés, je vais dire, sur une modalité, notamment le corps-objet pendant parfois des années. Aussi, ces 3 corps, c'est quoi? C'est d'abord des potentialités. Des potentialités présentes à chaque étape d'une maladie. Ce sont des rapports au corps susceptibles d'évoluer et de se transformer au fil des rencontres, au fil de rencontres de professionnels de santé, mais aussi une personne qui va me dire « Oui, mais tu sais, le corps-esprit, c'est pas tellement des entités séparées, peut-être que... » Enfin, quand on change ses représentations à propos du corps, on peut changer son mode perceptif. C'est bien sûr une sensibilité sur laquelle on peut prendre appui pour agir, et c'est des registres de la sensibilité. Je passe rapidement. Ces patients, autrement dit les patients que je vous ai décrits qui mettent au centre de leur vie avec la maladie le corps ressource, on les appelle aujourd'hui les patients sentinelles. Ces patients sentinelles, on les a d'abord repérés dans le diabète, c'est-à-dire que des patients peuvent, et aujourd'hui on l'a démontré expérimentalement, ces patients sont capables de sentir à des degrés extrêmement faibles l'arrivée d'une hypo ou d'une hyperglycémie, par exemple. Ou bien certains autres patients sont capables de repérer un taux d'oxygénation du sang. Dans mon cas de figure, on est plutôt sur des sensations ou des affects qui annoncent une dégradation de la peau ou des articulations, etc., touchés au psoriasis. Et donc ces patients sentinelles, ce sont, comme le définit Crozet, des personnes malades depuis un certain nombre d'années et qui sont devenus des observateurs réfléchis d'eux-mêmes. Ils écoutent leur corps, analysent des sensations diffuses, puis les traduisent en symptômes afin de prendre une décision thérapeutique au quotidien. On a donc des perceptions sensorielles des symptômes précoces et des sémiologies personnelles, qui là je pense pourraient intéresser les psychanalystes. C'est quoi ces sémiologies personnelles? C'est le recours à des mots, des images, de longues phrases explicatives et des métaphores qui leur sont propres. Donc chaque personne, chaque patient, rappelez-vous Louane qui nous parlait du désert du Sahara sur la peau. Et donc on a affaire à des images propres aux individus. Et ce qui est très intéressant dans l'éducation thérapeutique des patients que l'on met en place avec eux, c'est que ces métaphores vont commencer à circuler et vont devenir dans certains groupes des métaphores qu'on pourrait qualifier de culturelles, c'est-à-dire que tout le monde les utilise au quotidien. 3 tendances dans l'évolution de ces apprentissages sensibles. Une première tendance, c'est la diminution de l'incertitude et de l'anxiété, notamment par une meilleure connaissance du corps-objet. En gros, ce sont les patients qui s'informent sur la maladie. Un des traits singuliers du psoriasis, c'est que personne ne peut prédire comment il va évoluer. Ni les grands spécialistes, ni les grands professeurs, ni les patients eux-mêmes. Et par conséquent, à quoi se raccrocher?
à la connaissance. Et à la connaissance de soi, comme on va y arriver. Par exemple, certaines personnes vont savoir si leur psoriasis est cyclique ou non, s'il est saisonnier ou non. Et donc, elles vont développer une connaissance sur leur psoriasis. Est-ce qu'il est lié à un certain état d'esprit? Est-ce qu'il est lié à ce qu'ils mangent? Etc. etc. Aussi, elles vont avoir des hypothèses ou des intuitions relatives aux déclencheurs de leur psoriasis ou aux situations qui vont l'aggraver ou au contraire lui faire du bien. Elles vont avoir des connaissances sur les traitements qui leur conviennent et ceux qui ne leur conviennent pas. Deuxième tendance, et je l'aime beaucoup celle-là, parce que je pense que c'est pour beaucoup de maladies le cas, c'est la complexification des modes de perception du corps. C'est-à-dire des personnes atteintes par la maladie qui, avec le temps, vont apprendre à établir des liens entre toute une série d'éléments disparates, comme un état d'esprit, une forme de fatigue, certains affects ou certaines sensations, et l'évolution de leur maladie. En gros, on a un enrichissement chez de nombreuses personnes interviewées de leur palette interprétative vis-à-vis de comment fonctionne leur psoriasis et comment s'y prendre pour mieux vivre avec. Troisième tendance, c'est une plus grande réactivité aux circonstances de vie et à l'état psychologique de la personne. Autrement dit, les personnes, on l'a vu, vont chercher à se désensibiliser au regard d'autrui, elles vont chercher à se rendre plus sensibles à certains signes corporels ou psychologiques pour anticiper l'évolution de la maladie, et elles vont utiliser la maladie comme baromètre de leur état de santé. Et pour conclure, on peut garder à l'esprit plusieurs idées. D'abord, c'est que, je cite ici deux collègues, Battesti et Joël Cando, qui nous disent la spécificité de l'expérience perceptive, et en l'occurrence de l'expérience perceptive de soi, ou du regard d'autrui sur soi, ne se situe pas tant dans les capacités physiques et sensorielles de l'individu, mais dans l'attention qu'il porte aux informations qu'il perçoit. Cette attention s'aiguise alors au fil de ses expériences sociales et professionnelles. Il y a tout un travail en anthropologie mené notamment par Joël Cando sur les spécialistes de l'olfaction, les parfumeurs, les œnologues, etc., où il va montrer qu'en fait ces personnes n'ont pas une sensibilité plus aiguë, ils ont un discernement plus aigu, et surtout ils ont un vocabulaire extrêmement étendu pour qualifier ces petites différences que le commun des mortels ne peut pas faire. Et enfin, cela nous amène à cette idée que l'apprentissage sensible, relatif aux trois corps du psoriasis, repose sur une éducation de l'attention. Et c'est ce qui peut être partagé dans l'éducation thérapeutique des patients, elle-même cultivée et modulée par les discours et pratiques propres aux mondes sociaux et aux pratiques médicales auxquelles participe le malade. Est-ce que le médecin, par exemple, va encourager la personne à être attentive à certaines manifestations corporelles ou pas, par exemple? Et ne faudrait-il pas peut-être à un moment donné rééduquer les professionnels de santé pour qu'eux-mêmes puissent orienter leurs patients dans la bonne direction? Ok, donc ça on s'en fout. Moi j'aime beaucoup pour terminer, un peu de poésie, voilà, Baudelaire dans Les Fusées qui dit « Ne méprisez la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun, c'est son génie. » Merci pour votre attention. Merci Arnaud pour cette intervention. Alors c'est passionnant. Tout le monde m'entend? Oui. Moi, il y a peut-être avant de passer la parole à l'auditoire, deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Bon, ça me semble difficile de ne pas citer Didier Anzieux quand même, et son travail autour du moi-peau. Parce que Anzieux, il a commencé, en fait, son intuition du moi-peau, de la théorie du moi-peau qui développe pendant 30 ans, hein, donc il en fait un concept phare pour la psychanalyse. Sa première intuition, elle lui vient d'un stage qu'il a fait dans un service de dermatologie.
où il travaillait avec des patients qui souffraient d'eczéma. Et en fait, il s'est rendu compte que la peau, alors il détaille toutes les fonctions de la peau, et en fait son hypothèse centrale, c'est que le moi serait au psychisme ce que la peau est au corps. Donc dans sa fonction de venir limiter, de venir border, établir une frontière entre l'intérieur et l'extérieur, la fonction de par-excitation, enfin, etc. Il en énumère plein des fonctions. Mais il se rend aussi compte du fait que la peau, c'est le siège de la honte. Et ça, tu en parles un petit peu dans les récits... Pas ici, mais dans le corps sujet. Dans le corps sujet, mais il en a été question là rapidement. Tu développes un peu dans ton article aussi relatif à ça. Donc ça, c'est une première chose. C'est aussi cette histoire que la peau et la carapace aussi. C'est l'histoire de la carapace, c'est-à-dire qu'au fond, la peau devient le siège de quelque chose, peut-être aussi de la relation à l'autre. Et donc ça m'amène au deuxième point, qui est que, donc tu as fait une petite blague sur oui, peut-être que ces trois corps, Lacan serait pas... Mais la théorie quand même à laquelle ça me fait penser, c'est la théorie de l'énonciation. C'est-à-dire qu'au fond, la maladie, le psoriasis, peut être considérée comme un énoncé et peut devenir une position énonciative, enfin une position d'énonciation. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que, et tu précises bien qu'il n'y a pas une continuité, il n'y a pas il y a pas quelque chose de linéaire dans l'évolution. Il y a une coexistence, il y a une synergie, il y a peut-être des allers-retours possibles, et donc ça fait aussi le lien avec l'intervention de Wuchang autour de la plasticité et de la réversibilité aussi, de l'état des choses et du maniement de la jouissance. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de questions dans ce que je dis, mais... ouais. Sur cette histoire d'énonciation. Oui, non, c'est très intéressant. Et il y a un article, ça me fait penser à un article de Michael Haussmann sur la douleur, un article qui a déjà une vingtaine d'années. Donc lui, c'est un spécialiste du rituel, et avec cette idée que la douleur est toujours relationnelle. Et que souvent la douleur c'est-à-dire l'origine de la douleur est souvent placée en dehors de soi, en tout cas dans les sociétés traditionnelles, parce que ça permet une prise justement sur cet autre sur lequel on va agir pour agir sur soi in fine. Et donc moi j'ai par exemple des personnes interviewées où elles mettent en place toute une série de stratégies, stratagèmes pour maintenir le psoriasis à distance. Et elles vont même en parler, le psoriasis, moi je le laisse là. Alors que d'autres vont fonctionner dans une théorie du psoriasis comme maladie d'élimination, par exemple. Notamment avec cette idée que le psoriasis expulse par la peau ce que je ne peux pas expulser par ailleurs. Donc le psoriasis est un allié. C'est ça, c'est un allié, d'où cette idée aussi de baromètre, c'est-à-dire que c'est un allié, mais il a son autonomie. Il se manifeste, je veux dire, comme une entité, comme un esprit, un ancêtre. Le psoriasis a cette autonomie de manifestation. Et ce qui est vraiment intéressant chez le psoriasis, c'est ça, je l'ai découvert que plus tard, c'est qu'il est vraiment polymorphe. Tu as le psoriasis inversé, tu as le psoriasis en goutte, tu as le psoriasis conventionnel, tu as l'érythrodermique, et peut-être qu'on va en découvrir de nouvelles variétés. Et donc, il y a cet être polymorphe qui se manifeste pour nous dire quelque chose. Et ça rejoint ta théorie de l'énonciation. Mais en fait, je disais que j'avais pas de questions, mais en fait... voilà. La question quand même que ça pose, c'est l'évolution du coup du discernement du patient a-t-il un effet sur la maladie et sur l'évolution de la maladie? Voilà, c'était une des questions que je voulais te poser. Et après, il y avait aussi la question du bain culturel, parce que tu as commencé à présenter des statistiques, voilà, dans le monde, l'état du psoriasis dans le monde, et ça, dans le champ de l'anthropologie du sensible, la place de l'affect, la place de la perception, c'est aussi pris dans tout un bain, un bouillon culturel. Donc, c'est un peu une question qui va dans le même sens. Quel est l'impact de ces représentations culturelles sur l'évolution de la maladie? Est-ce que je peux poser une question, Antoine ? Je réponds rapidement. Un des chapitres du livre
C'est ça, c'est en fait comment les gens se représentent l'étiologie ou la causalité de leur maladie, avec des hypothèses sur d'où ça vient et des hypothèses sur qu'est-ce qui le déclenche, qu'est-ce qui l'apaise, qu'est-ce qui l'aggrave. Et bien sûr que l'expérience vécue de la maladie dépend directement de ces représentations. Et bien sûr, il y a comme un très fort vecteur, enfin il y a une lame de fond quand même, c'est les représentations médicales. Parce que c'est dans ces représentations-là que s'inscrivent les personnes en France et en Belgique. Et souvent, ces représentations médicales, beaucoup de personnes me disent à un moment donné devoir s'en détacher. Oui, ah pardon. Elles me disent devoir s'en détacher pour pouvoir passer à d'autres formes d'action sur leur maladie. Oui, ce que je veux dire, c'est à propos de ce que disait Alice, moi ça m'a fait penser à l'holophrase, parce que moi j'ai jamais rien compris dans la génification du SE1 et du SE2. Oui, je reprends. Juste deux anecdotes sur le psoriasis avant. Ce qui est amusant, entre guillemets, c'est l'éruption très rapide ou immédiate du psoriasis. Dans l'exemple, alors, je ne sais pas si vous connaissez Jean Guir, qui était un des rares psychanalystes qui s'occupait du corps dans la psychanalyse. Il disait... Oui, ouais, alors Jean Guir, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, donc il racontait quelqu'un qui... lorsque sa mère téléphonait, il savait que sa mère allait appeler. C'était à l'époque des combinés. Alors, quand il posait la main sur le combiné, il était immédiatement couvert de psoriasis. Et une patiente qui allait déjeuner tous les dimanches midi chez sa mère, qui allait lui servir immanquablement le plat qu'elle détestait, qui, lorsqu'elle arrivait au rond-point qui arrivait avant la maison, elle était tout d'un coup couverte de psoriasis. Alors, ouais, voilà. Alors, l'holophrase, ce que je peux en dire, non mais si on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais c'est parce que l'holophrase, c'est un truc incompréhensible. C'est inclus. Non, je veux dire que c'est une pelote dans laquelle il y a du réel, du symbolique et de l'imaginaire entremêlés. Et le problème, c'est justement, ça concrétise tout un ensemble que certains, justement, mais aussi Bergès ou d'autres, ont toujours essayé de démêler, de sortir quelques fils symboliques pour faire dériver du sens de ce bloc qui contient effectivement la problématique du sujet, tout un ensemble de problématiques, et pour cette pelote très difficile à extraire les éléments symboliques de cette masse de réel et surtout de réel, et un peu d'imaginaire, parce que effectivement là aussi il y a une massivité de réel. Et par exemple, est-ce qu'on peut considérer que le psoriasis est une holophrase, parce que c'est manifestement là un exemple typique de l'expression par le corps qui n'est pas une expression par la parole, une expression immédiate d'une réaction. C'est le corps qui cause là, très fort. Prise de parole par le corps. Voilà, immédiate et massive. Il y a des bébés qui naissent avec une psoriasis. Ah oui. Et donc, ah ouais, c'est intéressant. Non, mais il y a des bébés qui naissent avec du psoriasis. Mais ils sont pas au langage, les bébés. Non, mais d'accord, ils ne sont pas hors culture non plus. Non, mais ça pose la question aussi. Donc je voulais vous remercier déjà pour votre travail, c'est ce que je disais. C'est vrai que quand on a une maladie du psoriasis qui est en lien avec la sensibilité, puisque c'est quand même une inflammation et donc une sensibilité,
il faut aussi faire attention à gérer sa sensibilité et le regard d'autrui, ce qui est d'autant plus difficile parce que le psoriasis, on le voit et qu'on doit l'exposer, parce que normalement, quand on... Enfin, en tout cas, une des thérapies possibles, c'est l'exposition au soleil. Donc, ça veut dire qu'il faut, l'été, sur les plages, il faut se montrer et à la fois fuir les regards, ou en tout cas se détourner des regards, ou en faire abstraction, enfin travailler sur le regard d'autrui. Donc pour ma part, c'est une maladie qui peut être plus ou moins handicapante, ça dépend si elle est traitée ou pas, mais qui permet en effet de s'interroger sur sa position en tant qu'être par rapport à l'autre, et comment travailler aussi cette relation. Et le psoriasis, c'est aussi deux cellules qui ne se reconnaissent pas à l'intérieur du corps. Enfin, il y a des psychanalystes qui expliquent ça aussi, il y a une non-reconnaissance aussi, donc il y a aussi une relation des cellules à l'intérieur du corps. Donc voilà, donc je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir travailler sur la relation entre psy et psoriasis. Et voilà, il y a plein de choses à dire, hein, comment ça arrive suite à un traumatisme, le fait qu'on ne puisse pas exprimer, comme vous l'avez dit, des problématiques internes et qu'on est obligé de le faire à travers la peau. Voilà. Donc, je voudrais bien que vous me redonniez aussi le nom de Arzieux, je crois, qui est un psychanalyste. Alors je ne connais pas, mais je vais chercher pour pouvoir mieux connaître ce psychanalyste. Merci. Pour votre question, effectivement, vous voyez, cette irruption instantanée hors discours, que le corps, alors effectivement, est-ce qu'on peut appeler ça un état psychotique localisé et fugace? C'est possible. Parce qu'en fait, on peut appeler ça également un phénomène élémentaire. Freud appelait ça des phénomènes élémentaires. Et c'est à la base, donc, c'est à la base de la question, ça, effectivement. Mais fugace et localisé, enfin localisé sur la peau. Mais vous avez dit, mais j'ai pas compris. Fugace et localisé. Voilà. Fugace, mais récurrente. Oui, ça peut effectivement revenir, ça peut disparaître et revenir. Ce n'est pas forcément permanent. Mais, justement, c'est un peu délicat dans cette affaire, parce que c'est une réaction, ou bien ça rentre dans le cadre de la névrose, ou pas. Et c'est Bon, il faudrait reprendre toute la question. Ce n'est pas névrotique, ce n'est pas une interprétation qui nous lève. En tout cas, ça peut se discuter sur le... Mais juste par rapport, pour avoir lu l'ouvrage, cette question de la psychose, effectivement, ça peut être un peu déstabilisant d'envisager des manifestations somatiques, d'où l'emploi du terme somatose, comme une forme de psychose. Moi, de ce que j'ai compris en vous lisant, c'est qu'il y a quelque chose qui a à voir avec le retour du refoulé. C'est-à-dire que dans la psychose, ce qui a été forclos fait retour, ce qui a été forclos dans le symbolique fait retour dans le réel, sous la forme hallucinatoire de la voix, par exemple. Et bien là, il s'agit d'un retour du réel qui prend le corps. C'est-à-dire, c'est plus sous la forme de la voix, c'est plus la voix qui fait retour, mais c'est la manifestation du corps, c'est le corps qui se met à parler. C'est plus la voix et les hallucinations autour de la voix, mais c'est le corps qui se met à délirer, entre guillemets, parce qu'on sait que certaines maladies auto-immunes, ça peut être expliqué par, voilà, c'est des cellules qui se mettent à délirer, c'est-à-dire qui viennent en excès, c'est ce qui peut créer aussi dans certains cas des tumeurs, etc. Bon, après, voilà, on est évidemment sur un terrain qui est épineux, qui est complexe, mais moi j'explique ça après avoir lu l'ouvrage de Houchang Guilliardi par cette histoire du retour du refoulé dans le réel, qui prend le corps comme arme de guerre, entre guillemets. Allez, ça y est, on enchaîne. On va donner la parole à Vilaine Nguyen, qui est donc kinésithérapeute, comme je le disais tout à l'heure, et qui est spécialiste de la chirurgie de la main. Et donc, il va être question là du syndrome régional douloureux complexe, la fracture invisible entre le corps et l'esprit. Je lui laisse la parole. Je m'appelle Vilaine Nguyen, donc je suis kinésithérapeute orthésiste.
Et je travaille à l'hôpital Pasteur II dans le service du professeur Camusard, donc chirurgie réparatrice de la main et du SOS main au CHU de Nice. Alors, le syndrome douloureux régional complexe de type 1. Alors ça, je trouvais ça très intéressant de vous présenter, parce que c'est une pathologie qui est très peu connue en fait du grand public et qui est un peu la hantise à la fois des chirurgiens et des rééducateurs. Alors, on va dire depuis l'histoire de la médecine, cette maladie a porté énormément de noms. Alors souvent il y en a qui disent que c'est une maladie un peu moderne, mais en fait le premier à avoir décrit les symptômes, c'était Ambroise Paré en 1634. Donc il avait décrit un patient avec des douleurs chroniques au niveau du membre supérieur, avec associé des contractures musculaires. Donc on peut voir les différents noms. La goneurodystrophie, c'est encore très utilisé en ce moment. Donc souvent on peut le voir. Il y a aussi le syndrome épaule-main, la dystrophie sympathique réflexe, le syndrome de douleur post-traumatique, la dystrophie de Sudex, la dystrophie neurovasculaire réflexe ou la colzégie. Mais tout ça, c'est toujours la même maladie et c'est en 1994 que l'IASP, c'est l'International Association for the Study of Pain, qui a regroupé tout ça et qui a donné comme nom le syndrome douloureux régional complexe. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est vraiment une maladie qui a énormément de symptômes, donc énormément de tableaux cliniques. Donc la définition, c'est une douleur chronique, persistante, qui est disproportionnée au traumatisme ou à la lésion précédant la douleur. Cette douleur, elle ne se manifeste pas forcément au niveau du site du traumatisme et elle ne se limite pas à un territoire nerveux. Par exemple sur le trajet d'un nerf. On en distingue deux types, le SDRC de type 1, sans lésion nerveuse, et le SDRC de type 2, avec une atteinte nerveuse. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de tableaux cliniques avec beaucoup de symptômes qui peuvent être plus ou moins présents et qui peuvent même changer au niveau de l'évolution de la maladie. Alors, on peut avoir des troubles sensoriels. Donc déjà, il y a une douleur qui est constante, qui est permanente. Alors cette douleur, elle peut être des brûlures, des élancements, et souvent les patients, ils vont vous dire qu'ils sentent comme si leur membre était dans un étau. Ils ont aussi des hyperalgies et aussi des allodénies. Alors les allodénies, c'est une douleur qui est provoquée par un stimulus qui est indolore. Et ça, par exemple, c'est juste frôler la peau avec n'importe quoi, ou des fois même juste un souffle leur crée une douleur. On peut on peut aussi avoir des troubles vasomoteurs, donc une différence de température ou de coloration. Donc là, on voit par exemple le pied il est plus chaud, il est rouge, mais aussi on peut avoir un pied qui va être froid et bleu. On peut aussi avoir associé des troubles sudomoteurs et œdème, donc une hypersudation avec un œdème associé qu'on peut voir en bas, ici en bas à gauche. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse dans ma profession, c'est les troubles moteurs hétrophiques. C'est que souvent on a une faiblesse musculaire avec une diminution de la mobilité. Et tout ça, ça entraîne souvent une sous-utilisation du membre, voire carrément une exclusion du membre. Donc il n'est pas rare que vous voyez le patient qui va vraiment, il vient et en fait il n'utilise pas du tout par exemple sa main. Donc le diagnostic, comment on fait pour diagnostiquer? Alors le diagnostic, il est purement clinique et souvent d'élimination. Et j'irai un peu plus loin, souvent c'est le chirurgien qui fait le diagnostic et souvent le diagnostic c'est un peu le feeling. Donc on ressent le patient et on voit les symptômes et ce qui nous permet de poser le diagnostic. Et le gros souci c'est qu'il est très souvent en retard. Alors pourquoi en retard? Parce qu'il y a tellement de signes cliniques que des fois c'est très difficile de le différencier après par exemple une chirurgie où forcément le membre il est douloureux, il est gonflé et qu'on n'arrive pas à utiliser par exemple ses mains. Alors en 1994, donc l'IASP, elle a essayé de lister en fait tous les critères diagnostiques, donc tous les symptômes du SDRC. Voilà, juste en bas. Et comme ce n'était pas suffisant, quelques années plus tard, elle s'est réunie encore à Budapest pour enrichir ce tableau. Alors l'épidémiologie de cette maladie, les études, elles sont pas pauvres, elles sont très pauvres. On n'a que quelques-unes. Parce que déjà, c'est une
pathologie qui est un peu rare, mais moi je pense qu'elle est quand même sous-diagnostiquée. Donc suivant les études, on peut retrouver de 5,45 cas à 26,6 cas pour 100 000 habitants. Par contre, ces études nous permettent de tirer des tendances. Donc on peut voir qu'il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes, que ça touche plus le membre supérieur que le membre inférieur, que 50% des cas sont suite à une fracture. Et ça, ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que nous, souvent on dit que c'est souvent un patient psy qui développe cette pathologie-là. Eh bien, on n'a pas retrouvé de profil psychologique ou psychopathologique qui en est sorti. Mais dans tous les cas, au point de départ, il y a cette notion de traumatisme et parfois même de stress post-traumatique. Et dans l'évolution, la douleur serait associée à un haut niveau de déstress psychologique et voire même d'alexithymie. Alors cela, ça va engendrer ce cercle vicieux parce que les patients sont quand même assez anxieux, ils ne savent pas trop ce qu'ils ont, ils ne comprennent pas trop pourquoi ils ont ça. Les médecins leur disent souvent ça va durer longtemps, donc ils ne savent même pas combien de temps ça va durer, et ils disent comment ils vont évoluer. Donc cette anxiété, elle va forcément augmenter la douleur, qui va altérer le pronostic, et qui va donc augmenter encore l'anxiété, et ainsi de suite. Alors j'ai trouvé ce tableau, que je trouvais intéressant de vous présenter. C'est un peu le retentissement un peu psychosocial de cette maladie. Parce que comme je vous ai dit, il y a énormément de symptômes et des fois, ça se voit à peine. Donc je pense que l'artiste là a voulu représenter ce qu'il sentait, parce que c'est vrai que ça ne se voit pas forcément. Donc à gauche, il dit oui, ce que les gens voient, et par contre à droite, ce que les gens ne voient pas, mais que lui ressent. Alors la physiopathologie, alors elle est très très complexe et elle est forcément multifactorielle. Alors il y a des mécanismes d'activation sympathique, de phénomènes inflammatoires, de réponses neurogéniques, de modifications vasculaires, d'atteinte périphérique et centrale. Et ces mécanismes, ils peuvent varier d'un individu à un autre et même pendant l'évolution de la maladie. Alors justement, j'ai voulu vous représenter, vous parler qui est très intéressant. C'est sur les atteintes centrales. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais au niveau du cerveau, au niveau du cortex cérébral, on a des représentations du corps humain. Donc, c'est le fameux homunculus de Penfield. Et depuis quelques années, grâce à l'IRM fonctionnel, en fait, quand on va demander, par exemple, aux patients de faire un moment, on va voir l'aire de ce membre au niveau du cerveau qui va s'activer. Donc, ce qu'ils ont pu trouver dans tous les patients qui avaient, par exemple, un SDRC, justement, c'est qu'ils ont pu trouver, par exemple, là, en bas à gauche, que l'aire de la main se rapprochait de l'aire de la lèvre. Donc il y a vraiment un mouvement comparé au côté sain. Et même au niveau de la main elle-même, on voit un rapprochement de la zone du pouce et de la zone de l'auriculaire, de 50%. Et ce qu'ils ont pu prouver, c'est que plus la distance est grande, et plus la douleur est importante. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que même d'un point de vue central, d'un point de vue, on va dire, au niveau du cerveau, on a quand même une altération du schéma corporel, et même on a une altération du schéma de l'organe lui-même. Alors les traitements, il y en a eu plein. Ils sont toujours, plus ou moins, ça dépend un peu de la sensibilité du médecin, du chirurgien, ou même des rééducateurs. Voilà. Il y a tout ça. Donc plus ou moins associé, ça dépend, voilà, ça dépend des pratiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2019, il y a un consensus d'experts à Lille qui nous ont donné des recommandations. Finalement, la priorité, c'est la prise en charge antalgique, afin vraiment de soulager le patient et de faciliter la prise en charge rééducative. Et finalement, la prise en charge est vraiment symptomatique. Donc il n'y a pas vraiment de traitement préventif qui a été prouvé, et il n'y a pas du tout de traitement qui a été prouvé qui vraiment soignait le SDRSI. Mais ce qu'on a pu prouver, c'était que plus la prise en charge était précoce et meilleur était le pronostic, et il conseille aussi une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, je vais vous illustrer ça avec quelques cas cliniques. Alors, cas clinique numéro 1. C'est Madame B, 52 ans, elle était téléopératrice, elle n'a pas d'antécédent particulier. Et donc en janvier 2023, en rentrant de son travail, elle tombe en allant chercher le tram et elle se tombe sur sa main droite.
Donc elle a mal, c'est gonflé, donc elle décide d'aller aux urgences, de consulter. Il lui faut une radio et il lui trouve une fracture du radius. Voilà. Alors c'est vraiment une toute petite fracture, hein. C'est même plutôt une fissure qui n'est pas du tout déplacée. Donc comme traitement, ils lui disent vous mettez une attelle pendant 6 semaines, vous l'enlevez dans 6 semaines et tout ira bien. Sauf que Madame B est en plein divorce, donc je crois qu'elle porte pas vraiment pendant les 6 semaines, elle enlève un peu avant, après c'est compliqué parce que il faut qu'elle trouve un logement, qu'elle déménage, en plus elle doit aller voir l'avocat. Et finalement l'évolution est pas terrible et elle décide à 3 mois donc de consulter une chirurgienne. Et donc voilà, parce que la chirurgienne, on voit bien ici donc une main qui est un peu rigide, gonflée, rouge. Donc la chirurgienne lui diagnostique un SDRC de type 1, donc elle lui fait une prescription dentalgique et elle m'appelle. Elle me dit oui, tu comprends, Madame B, voilà, elle m'explique toute son histoire, elle me dit ça serait bien que tu la prennes en charge, tout ça. Bon. Comme la chirurgienne est une amie, j'ai dû accepter. Donc je me rappelle la première consultation, alors déjà elle arrive 1 heure avant le rendez-vous, et quand je l'examine et que je lui pose des questions, alors là, elle a commencé à pleurer parce qu'elle a des douleurs permanentes, elle n'arrive pas à utiliser sa main, donc bon, elle est quand même sous la maline, mais quand même ça lui soulage un peu les douleurs, mais elle a quand même toujours mal. Et donc elle s'inquiète pour son travail, après elle s'inquiète aussi pour son déménagement, son divorce. Donc elle est quand même suivie avec par un psychologue, mais c'est plus pour le divorce que pour le SDRC. Mais malgré le tableau initial qui était un peu difficile, elle évolue très bien. Et finalement, elle reprend le travail en octobre. Et en fait, l'arrêt des soins est en novembre parce que je ne l'ai plus revu du jour au lendemain. Mais à la dernière séance, tout allait bien, elle n'avait aucune séquelle. Alors, le cas clinique numéro 2 est un peu plus compliqué. Alors, c'est Madame G, 58 ans. C'est une aide-soignante qui a été reclassée. Donc là, elle travaille dans un service de logistique. Et donc, elle a des antécédents assez importants, surtout au niveau de la douleur. Donc, elle a des hernies discales multi-étagées, lombaires et cervicales. Ils l'ont opéré en 2010 d'arthrodèse cervicale. Alors, l'arthrodèse cervicale, c'est qu'ils vous immobilisent par des plaques la colonne cervicale. Et elle a des canaux des 2 côtés, elle a l'arthrose du pouce des 2 côtés, et elle suit un traitement à la kétamine ou centre antidouleur à Nice. Depuis 2012, elle a une perfusion toutes les 5 semaines. Alors, elle a été opérée, elle devait être opérée normalement le 17 juin 2025 pour la mise en place d'une prothèse de pouce à droite et libération du tunnel carpien. Donc je me remonte à gauche les radios initiales et à droite, ce n'est pas sa prothèse, mais c'est une prothèse de pouce, ce qu'il devait avoir normalement. Alors là, je vous donne le petit compte-rendu opératoire, c'est qu'en fait, l'opération s'est très mal passée, si je puis dire. Alors, je tiens à dire, ce n'est pas la faute du chirurgien, ce sont les aléas chirurgicales. C'est qu'ils ont tenté de mettre la prothèse et il y a une petite cupule qui se met dans un petit os qui s'appelle le trapèze. En essayant de le mettre, en fait, l'os a explosé. Donc, sur une opération qui aurait duré une demi-heure, elle a duré quasiment plus de 3 heures. Donc après, ils font ce qu'on appelle une trapézectomie, donc ils enlèvent l'os, et après, ils font un peu les mécaniciens, ils désinsèrent des tendons, tout ça, pour suspendre l'articulation. Et là, en plus, ils ont mis une broche pour vraiment garder l'ouverture du pouce. Donc vous comprenez, donc elle devait entrer pour une prothèse de pouce, une opération qui était simple, et elle ressort avec ça. Alors, je l'ai vue à l'hôpital 2 jours après. Donc, elle n'avait pas dormi, malgré la morphine. Elle avait des douleurs incroyables, le membre était vraiment gonflé, enfin, c'était vraiment très compliqué. Et là, je voudrais vous montrer ici quand même, alors que le chirurgien, dans son compte rendu opératoire, il a bien senti la patiente parce qu'il lui a dit une patiente à haut risque de SDRC de type 2. Et ça, c'est parce qu'elle avait beaucoup d'atteintes au niveau des nerfs. Donc voilà, donc elle a commencé sa rééducation le 10 juin, à peu près 4-5 semaines après l'opération. Le 28 juillet, elle reconsulte avec son chirurgien, là, qui lui diagnostique un SDRC de type 1, et donc qui lui dit de mettre une attelle de repos. Voilà. Alors ça date de la semaine dernière, donc elle a quand même toujours des douleurs au niveau de sa main, on voit qu'elle a
quand même une diminution de la mobilité du pouce et elle présente encore un manque de force. Le cas clinique numéro 3. Alors, pour une fois, c'est un homme. C'est Monsieur D, il a 165 ans, il est retraité. Comme antécédent, il a de l'arthrose du genou gauche et il a une maladie de Dupuytren opérée du côté gauche et droit, et c'est pour ça que je le suis au début. Alors, en juillet 2023, alors il est à la plage, il est sur les rochers de Saint-Jean-Cap-Ferrat, et de ses mots, son pied ripe et il tombe sur le genou, mais il tombe sur le côté externe. Après, il se relève, après quelques temps, il décrit une douleur modérée, mais plutôt au niveau du côté interne, ce qui était vraiment bizarre. Et donc là, quelqu'un lui dit qu'il faut porter des chaussures plus grandes. Alors, je lui dis, mais qui c'est? Il me dit, je sais plus, quelqu'un m'a dit qu'il fallait porter des chaussures plus grandes. Ce qu'il fait pendant tout l'été, pendant 2 mois. Bon. Évidemment, ça n'arrange pas du tout les douleurs. Donc ça, c'était l'été dernier, et comme vous pouvez voir, on voit pas vraiment grand-chose, hein, la différence. Et Monsieur D, quand même, il décrit toujours plutôt une gêne permanente, mais c'est surtout que dès qu'il marche en montée ou en descente, il a des douleurs, ça lui fait mal. Il dit qu'il ne peut quasiment pas monter et descendre les marches d'escalier, et qu'il est impossible de se mettre à genoux. Donc, bon, il m'en parle, j'essaie de lui faire un examen, et vraiment, je ne trouve pas vraiment de choses évidentes. Donc, le 20 septembre 2023, il décide de faire une radio et une échographie, en 24 ans, qui sont, et qui rentrent normales. On lui retrouve son arthrose du genou, mais elles sont normales. Donc, il ne prend pas, par contre, d'antalgique, il ne prend rien du tout. Donc, les douleurs continuent, et le 1er mars, donc, son médecin lui dit, maintenant, tu as fait radio et échographie, il va faire une IRM du genou. Et voilà ce que nous dit l'IRM, ce qui est très important, qui est intéressant. Donc, œdème osseux prédominant au niveau sous-ponderal du condyle fémoral interne, avec importante infiltration de la graisse en regard, jusqu'au niveau du rétiniculum patellaire, pour en faire évoquer une algoneurodystrophie, donc un SDRC. Et donc, son médecin, avec les résultats du IRM, lui dit il faut consulter un chirurgien orthopédiste. Et donc, vous savez, comme les temps sont un peu longs de consultation, donc juste après, il prend rendez-vous, et là, il voit son chirurgien le 28 mai. Donc, c'est pour ça que des fois, quand on vous dit que le diagnostic est tardif, ça y joue aussi. Donc, il voit son chirurgien qui lui diagnostique donc un SDRC de type 1, qui lui explique vraiment que ça va être très long, que ce qu'il a c'est très compliqué, qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc, il lui prescrit quand même un peu des séances de kiné en mettant la recommandation que ce soit très doux et une prescription de semelles orthopédiques. Donc, ce patient, j'ai suivi de juin à décembre, donc il a suivi scrupuleusement ses séances de kiné. Et à partir de décembre, il est parti au Brésil pour 6 mois et je crois qu'il va bien. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc le syndrome régional douloureux complexe est une affection qui survient après un traumatisme. Mais de quel traumatisme parle-t-on? Un traumatisme... Parce que c'est un peu la question. C'est-à-dire que je remarque qu'il y a quand même une analogie entre certains termes qu'on peut utiliser dans le champ somatique ou dans le champ clinique, enfin dans le champ psy. Notamment, mon ostéo, il parle de décompensation, par exemple. Le corps pourrait décompenser. On parle aussi d'une sidération des muscles. Et donc, cette question du traumatisme, ça me semble intéressant peut-être d'y revenir, parce que vous avez commencé par ça, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, que la vie que mène le patient, ça a une influence aussi sur sa capacité à guérir, la capacité peut-être de ses tissus à bien se remettre entre eux. Et moi, ça m'évoque la question un petit peu, on pourrait dire, libidinale, c'est-à-dire la capacité de liaison dont est doté tout psychisme sain. Peut-être que dans certains cas ou dans certaines épreuves de la vie, cette capacité de liaison, elle est mise à mal sur le plan psychique, mais aussi
peut-être que ça a une incidence au niveau physiologique. Il me semble que, si j'ai bien compris ce dont il est question dans le syndrome régional douloureux complexe, il y a une rigidification en fait des muscles. En quoi ça consiste exactement? C'est-à-dire, il y a eu, là vous avez détaillé les différents types, mais comment est-ce qu'on pourrait qualifier ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui ne se fait pas en fait? Alors je pense que, pour vous répondre, je pense que d'abord il y a la douleur. Il y a la douleur qui va s'installer, plus une inflammation, un œdème et souvent un gonflement. Donc la douleur, ce qui va faire que le patient, il aura une douleur, on va dire, comment dire ça, quand il va bouger. Quand il va par exemple bouger ses doigts, ça va lui faire mal. Et si vous voulez, le corps humain, les membres, les os, les tendons, ils sont faits pour bouger. Donc si au bout d'un certain temps, ils ne bougent plus, les tendons, la capsule articulaire, tout ça va se rétracter. Et c'est pour ça que, voilà, en fait, la prise en charge, nous, rééducative, est très simple. C'est qu'on va essayer juste de récupérer les amplitudes. Mais à la base, c'est la douleur qui justement, les paralyse, si je puis dire. Et après, pour répondre, alors, le traumatisme, nous, dans notre cas, c'est un traumatisme qui va être physique. Mais alors, c'est un peu compliqué parce qu'on le voit, le syndrome Pollmann, par exemple, on le voit chez les hémiplégiques. Donc ce sont des patients qui sont complètement paralysés. Ils vont avoir ce qu'on appelle une subluxation parce qu'il n'y a plus les muscles de la coiffe du rotateur qui vont suspendre l'épaule. Et on sait pas. Et après, pourtant, plus tard, ils peuvent développer aussi ce syndrome régional complexe. Donc le traumatisme, il est physique. Après, c'est sûr qu'il doit avoir des facteurs qui influent sur ce traumatisme. Mais le problème, c'est que c'est une pathologie qui est assez rare, qu'on ne diagnostique pas souvent, et deuxièmement, donc les études sont pauvres. Après, c'est quelque chose que les chirurgiens n'aiment pas du tout, et souvent, bon, j'espère qu'on n'a pas d'amis chirurgiens dans la salle, mais ils bottent un peu en touche, et ils disent ça va durer 1 an. Voilà. Alors, pourquoi 1 an? Je sais. Oui, voilà, on botte en touche, ça va être long, ça va être 1 an. Et souvent, même les patients vont voir d'autres chirurgiens qui leur répondent toujours la même chose. Bon, au fond, la question, c'était la question des douleurs neuropathiques, on va appeler neuropathiques parce qu'elles sont indépendantes elle n'est pas nociceptive, c'est-à-dire qu'on a des capteurs sur la peau, etc. Là, ou alors un trauma. Mais c'est indépendant de ça. Alors, on voit, il y a le bouquin, j'ai oublié son nom, Alice, la neuromania, c'est un neuroscientifique, acheté son bouquin, c'est remarquable, puisqu'il est neuroscientifique, il est à l'intérieur de la discipline, et il démontre tout ce que les neurosciences, en fait, nous font croire que ça ne marche pas. Alors, il met des photos, par exemple, le type sur un chantier, il met un pied sur un bout de chantier, comme ça, qui traverse la chaussure, bien sûr, il est plein de douleur, on l'amène à l'hôpital, il faut couper la chaussure, lui il est persuadé que le clou a percé le pied. Il souffre vraiment, quoi. Voilà. Sauf que le clou il est passé entre 2 orteils, il n'a aucun dégât. Voilà. Donc c'est une douleur. Là, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Sauf qu'on est content, il n'a pas le pied coupé. Il y en a d'autres comme ça. Hein. Donc, ce sont des douleurs neuropathiques. Donc là, on parle de douleurs qui sont quand même tributaires, si je puis dire, occasionnées, soit par des chocs, soit... Voilà. Mais ça reste la question de la douleur, ça reste quand même mystérieuse. Je ne sais pas. Et juste aussi, c'est quelque chose que j'ai souligné dans votre intervention comme un espèce de paradoxe, parce que vous avez dit il n'y a pas de profil de patient particulier. Pour autant, le chirurgien dit attention là, pour cette intervention, il y a un risque. On a une patiente avec un haut risque de développer un syndrome régional douloureux complexe. Donc voilà, je voulais savoir aussi comment expliquer le fait qu'il n'y ait pas de patient, il n'y ait pas de profil particulier. Comment a-t-il fait du coup pour détecter que cette patiente allait potentiellement
voilà, développer ce syndrome-là. Et je passe la parole à Nathalie qui avait aussi une remarque. Il se répond déjà à ça. Oui, c'est le même. Hein, c'est le même. Alors, tout simplement parce qu'elle a un grand passif au niveau de la douleur. Et que, moi, elle m'a dit, quand je lui ai dit est-ce que vous avez bien dormi, elle m'a dit pas du tout, ils m'ont mis de la morphine, et elle me dit il n'y a rien qui me fait d'effet sauf la kétamine. Donc on sait que ces patients-là qui ont déjà ce rapport particulier avec les antalgiques, qui ont eu des douleurs pendant des années, que rien finalement ne soulage, on arrive, voilà, c'est pour ça que je vous dis que le diagnostic il est clinique et souvent ça repose un peu sur le ressenti du chirurgien. Alors moi j'avais une question assez précise par rapport au titre de l'intervention. C'est vrai qu'à l'imagerie cérébrale, on voit qu'il y a des aires du cerveau qui sont modifiées en termes de géolocalisation des membres. Est-ce que c'est là que vous situez la fracture en tant que telle et du coup, quelque chose qui aurait du mal à se dire aussi pour les patients? Alors en fait, oui, c'est ce que j'essaie de dire aux patients pour leur expliquer, parce que c'est vrai que les patients disent pourquoi j'ai ça. Alors, bon, on peut leur faire une présentation, mais je ne pense pas qu'ils comprendront quoi que ce soit. Donc souvent, je dis un peu maladroitement, mais c'est pour qu'ils comprennent, je leur dis que c'est un peu l'inverse du monde fantôme. Donc le monde fantôme, c'est quelqu'un qui est amputé, au niveau de l'imagerie cérébrale, l'air est toujours là, mais le membre n'est plus. Donc il y a cette discordance qui fait qu'il y a d'énormes douleurs. Donc justement, moi je dis aux patients, vous, c'est le contraire, c'est que votre membre n'est pas là, mais on voit que votre cerveau, on dirait qu'il rejette le membre. Voilà. Mais on est sûr de rien parce qu'on ne sait rien du tout sur cette pathologie. Sauf à renvoyer que c'est probablement du patient psy, du coup. Non. Moi c'est ce que j'ai entendu au début de l'intervention, est-ce que c'est quelque chose qui se dit comme ça? En pratique, complètement. Complètement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui disent oui, c'est un chez des psys. Je parlais justement de ça avec un interne. On s'intéressait pas trop, il me dit ouais, moi c'est des patients psy, donc lui je crois qu'il. Je sais plus ce qu'il m'a dit, je les revois dans un an, et j'aurai des traitements antalgiques, palier 3, donc c'est important. Est-ce qu'il y a des interventions, des remarques, des questions dans la salle? Oui. Merci pour cette présentation. Moi, je voulais juste revenir sur l'alexithymie qui a été mentionnée au départ. Est-ce que la alexithymie, c'est une conséquence, je vais dire, de la pathologie? Et donc, un rapport tout à fait singulier à cette compétence émotionnelle, justement. Ah oui, tout à fait, c'est vraiment une conséquence. C'est au début, il y a une petite angoisse, après, il y a vraiment ça qui va sortir. Et même, ça va plus loin parce que le patient, il n'arrive même pas à décrire ce qu'il a. Il va dire des douleurs, j'ai une gêne, j'ai quelque chose, il n'arrive pas à l'exprimer. Donc ça va à la fois de l'émotion, même de l'expression de la douleur. Je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le cas. Oui, merci. Merci pour votre développement. Alors, je ne pourrais pas être désagréable, mais la fracture physique. Non. Est-ce qu'on peut considérer la fracture psychique, la fracture du mode de vie de ces gens, de cette femme et de cet homme? Là, je connais, on peut interpréter ce qu'on veut, mais enfin bon, là, par exemple, je peux interpréter comme sa vie, là, son pilier, sa façon de vivre, elle est en plein divorce et c'est la fracture de sa vie qui est là. Donc, on tombe sur un point, on désigne un point responsable, la représentation est là. Et à partir de là, on développe un immense réseau de sens, avec l'aide de la médecine, un immense réseau d'actions, ou inutiles éventuellement, ou vaguement utiles, ou totalement délétères et péjoratives. Donc, on ne considère pas la fracture, entre guillemets psychique, mais disons
vie à l'origine de tout ça. Et c'est ce que je raconte, toute la médecine est faite de ça. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il y a eu dans cette... Parce qu'elle ne tient plus debout, là, la fille. Elle ne tient pas debout, elle tombe. Elle chute psychiquement. Et naturellement, ça se traduit physiquement. Et le monsieur, il est tombé. Alors effectivement, il y a des chocs, etc. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a eu dans sa vie pour qu'il... non seulement qu'il tienne pas debout, mais enfin, passons. Mais enfin, pour que ça se développe à tel point. Et ça, on rencontre ça à tous les coins de rue. C'est-à-dire que vous avez un combattant ukrainien ou israélien qui a perdu sa jambe et il dit youpi, remettez-moi vite une jambe, je retourne la semaine prochaine au combat. Et à côté de ça, vous avez une femme à qui il y avait un petit point là, à côté de la lèvre. C'est un truc que j'ai connu en stomato, justement. Alors, ça l'a gêné. Donc, on lui a retiré. Une toute petite chose. Bon. Et puis après, ça n'allait pas du tout. Et ça l'a déprimée. Alors, elle passait son temps au bureau avec le miroir pour regarder son petit truc là. Puis ça allait de mal en pire. Et puis ça allait de pire en pire. On l'a refait 2 fois, 3 fois, mais ça n'allait pas. Et elle a fini, quoi, par se faire virer de sa boîte, déprimée, etc. Il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de l'atteinte et les effets. Ce n'est pas donc, regardez la fracture psychique, la fracture de vie à l'origine éventuelle de la chute. Parce que l'algoneurodystrophie, c'est le nouveau nom, tout ça. Mais tout ça, c'est dans Charcot. Vous lisez Charcot, vous décrivez Charcot avec tout ça. Et c'est à la mode, et on ne sait pas faire c'est elle, et on... Bon, enfin, bref. Et on traite. Et on traite. Je ne vois pas désagréable, mais... Il y a un très beau documentaire en ce moment sur Arte qui s'appelle Adieu l'opéra. Et où il est question de tous les danseurs étoiles qui doivent faire leurs adieux. À 42 ans, ils doivent prendre une retraite obligatoire. Et donc, il est question aussi de ces blessures que les danseurs peuvent se faire au cours d'une vie. Et puis voilà, il y a ceux qui vont sécréter des maladies auto-immunes. Il y a un danseur qui dit comme ça, je fais des maladies en fait. Mon corps vient m'indiquer qu'il y a d'autres façons de faire. Et il y a une des étoiles qui s'appelle Alice Renavant, je crois, qui prépare du coup le ballet de ses adieux, qui est donc Gisèle. Et en fait, elle se casse le genou sur scène en pleine représentation. Et derrière, elle développe ce syndrome. Et elle explique, mais en fait, il n'y a rien d'étonnant. Enfin, concernant la fracture de vie, cette retraite, on y pousse, je ne la veux pas. Et dans ma vie maintenant, j'avance en boitant. Donc, c'est ça. Je voudrais justement dire un petit peu sur le psoriasis. Effectivement, c'était une question sérieuse. Pourquoi dire psychotique? Moi, je constate qu'il n'y a pas de mots dessus. Il n'y a que du réel qui sort massivement, immédiatement, et qui disparaît. Alors, normalement, ces histoires-là, c'est fixe. Et là, ça paraît pas fixe. Mais en réalité, c'est fixe parce que c'est récurrent. Et il n'y a pas de mots, il n'y a pas de ligne il n'y a pas de métaphore possible, et ça ne rentre pas dans une suite de signifiants. C'est in situ, c'est sans mots. Et c'est que du réel qui affleure, massivement. Alors, bon, ça se discute. Effectivement, l'histoire des vôtres, ça peut se discuter. Voilà. Ah, il y a une dernière intervention. Et ensuite, on va se dire au revoir. Je me permets d'intervenir en tant qu'étudiant en psychologie. Je vous remercie pour cette matinée qui est très enrichissante pour nous en tant qu'étudiants, puisque ça fait réfléchir, ça vient négocier certains éléments théoriques, c'est très stimulant pour nous. En fait,
à travers nos interventions, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce que les philosophes ont évoqué de ce dialogue entre le corps et l'esprit. Monsieur Cheng a évoqué aussi une des premières choses que vous avez évoquées, c'était les éléments concernant la conversion hystérique qui résonnent avec ce qu'on a pu avoir en cours en psychanalyse. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de réfléchir. Vous avez dit que c'était une question d'interprétation, etc. Et je me demandais par rapport à cette fracture du psychisme, comment justement est-ce qu'on essaie de réfléchir aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle est incorporée et puis les travaux sur la psoriasis et le syndrome régional douloureux complexe qui viennent un peu illustrer tout ça finalement. Et qu'est-ce que la psychanalyse viendrait dire de tout ça, et aussi quelle place occupent les corps en clinique. On recommence tout du coup. C'est un petit exercice. Ce phénomène serait-il malheur le temps de s'exprimer quand le corps exprime qu'il est affecté, puisqu'aujourd'hui la journée c'est le corps affecté. Oui. Et comment le sujet pourrait potentiellement associer cette souffrance psychique avec ce que lui exprime son corps. Et est-ce que finalement c'est quel sens pour le sujet et un corps qui reste énigmatique pour le sujet. La souffrance ne s'appelle pas une souffrance faisant dialogue entre le corps et l'esprit. C'est une magnifique conclusion. Merci. On vous recrute. J'en profite, je cherche un stage un petit peu. Excellent. C'était le bon moment. Donc, merci à tous pour votre présence, pour votre participation. Donc, il y aura 2 prochaines matinées du corps. Ça sera le 15 novembre et le 13 décembre. On vous attend. Et puis, n'hésitez pas en sortant à passer voir le travail de Jacqueline qui évoluera, qui continuera d'évoluer et de prendre de nouvelles formes lors des 2 prochaines matinées. Merci à tous et à tous. Jacqueline peut peut-être dire un mot sur le processus, qu'est-ce que c'était de créer, parce que c'est inédit pour toi aussi de faire ça. Oui, morceau du corps. Donc, j'aime bien diviser les têtes. Moi, je travaille sur les têtes essentiellement. Mais là, je l'ai divisé. J'ai essayé de faire ce que l'on voit de l'extérieur, mais qui est à l'intérieur aussi de la tête. Bon, j'ai pas eu le temps de finir, hein, il y a encore beaucoup de travail à partir de ça. Reposant sur un pied et l'oreille qui me paraît importante dans notre travail d'écoute, non? Voilà. Et une petite larme parce qu'on n'y arrive pas toujours.